Bonjour, bon après-midi à vous qui êtes ici en direct. Bienvenue à notre événement Dementia Talks, la démence par le Canada. On a un panel merveilleux de présentateurs avec nous aujourd'hui, toute une gamme d'expertise pour répondre à vos questions à propos de l'avenir de la santé cérébrale au Canada. Je suis le chef de KTA à la Société Alzheimer du Canada. Je suis Saskia Shivananthan. Quelques notes avant de commencer. On propose cette séance en anglais ou en français. Pour sélectionner votre langue, veuillez cliquer le bouton Interprétation en bas de votre écran. Vous verrez également des questions de sondage pendant le webinaire et veuillez répondre si vous pouvez. Et dernièrement, si vous avez des questions que vous voulez que je pose au panel, vous pouvez les saisir dans la boîte questions et réponses en bas de votre écran. OK, on va commencer. La Société Alzheimer du Canada, en partenariat avec Brain Canada, a hâte de proposer notre 4e événement Dementia Talks, la démence parle. L'objectif est de vous donner les recherches et les sujets les plus récents et les plus pertinents sur les démences aux personnes touchées par ces maladies au Canada de façon pratique et applicable dans votre vie quotidienne. Chaque mois, nous avons une conversation sur un sujet lié à la démence avec les personnes qui ont de l'expérience directe. Et aujourd'hui, pour notre 4e conversation, prévoir le futur de la démence et de la santé cérébrale au Canada, on a 4 personnes qui possèdent des perspectives et des connaissances uniques sur ce sujet. Premièrement, c'est notre PDG, Kevin Noël, qui va parler du premier rapport Landmark de l'étude clé qui est la base de ce webinaire. Kevin, à vous la parole. Merci infiniment, Saskia. Merci de l'introduction. J'ai hâte d'avoir cette conversation la semaine dernière. Comme vous savez, on a publié la première étude clé, étude Landmark. Et c'était une mise à jour sur la démence au Canada, la première mise à jour dans 10 ans. Mais on appelle ça la prévalence et l'incidence. Ça sous-estime l'impact de ce rapport. C'est une prévision pour les 30 ans à venir et on veut voir l'impact on verra aujourd'hui, l'impact est énorme. On va reviser les chiffres, les données, le travail non rémunéré de nos familles et le pouvoir de la réduction de risques. Saskia, à vous la parole. Merci à nos panélistes et merci à Saskia pour leur travail aujourd'hui. Et ces conversations ont une influence, un impact réel et positif sur les personnes touchées par la démence. Alors, Saskia, à vous la parole. Merci, Kevin, et merci de votre leadership. Je vais présenter nos panélistes. Nous avons le docteur Josh Armstrong. Il est chercheur scientifique pour la Société Alzheimer du Canada. Il vit avec sa famille à Thunder Bay, Ontario. Il a étudié plusieurs disciplines dans les sciences de santé. Il est chercheur. Il fait des analyses de données, la gérontologie, l'épidémiologie et la santé publique. Il est également l'auteur de l'étude Landmark, la voie à suivre pour les démences au Canada. Bonjour Josh. Merci Saskia. Puis, on a Catherine Kelly, qui est la facilitatrice avec la Commission des droits de l'homme des Terre-Neuve. La maman de Catherine a été diagnostiquée avec la démence vasculaire en 2009 et Catherine a puis pris soin de sa maman à domicile jusqu'à sa mort en 2018. Cela a changé la vie de Catherine et on a hâte d'entendre votre perspective. Merci Catherine. Merci Saskia. Puis on a Dr. Nicole Anderson, chercheuse principale et PDG par intérim de l'Institut de recherche
Rothman à Baycrest. Elle est également professeure de psychologie et de psychiatrie à Toronto, à l'Université de Toronto. Et elle est directrice de l'Institut de recherche Ben et Hilda Katz pour la gérontologie. Bienvenue, Catherine. Merci. OK. Et puis, on a la docteure Viviane Poupon, qui est PDG de Brain Canada. Elle était antérieurement directeur de développement scientifique à l'Institut de neurologie de Montréal à l'Université McGill. Elle a développé des initiatives de recherche, y compris des initiatives à l'international, et elle a ciblé la transformation de cet institut dans un institut ouvert scientifique. Merci. Merci. Je vais vous donner une présentation à cette série. C'est vraiment un travail de cœur qui a commencé il y a 2 ans et demi, et on ne savait pas qu'il y aurait la pandémie. On avait l'intention de mettre à jour une étude publiée il y a plus d'une décennie. On savait que la situation avait changé. Il est important d'évaluer les évidences. Et on entend des personnes qui vivent avec la démence, leurs partenaires de soins, leurs familles qui essaient de naviguer cette situation qui est très complexe. On avait l'impression qu'il était crucial de fournir les meilleures informations et un message d'espoir. C'est critique. Alors, je vais passer le micro au docteur Armstrong, qui était le chercheur principal sur cette étude clé, cette étude landmark. Je suis heureuse de partager les résultats des premiers rapports, la voie à suivre pour les démences au Canada. Alors, je vais brièvement vous donner les résultats. Voici le contexte. Comme de nombreux pays, on s'attend à ce que le nombre de personnes atteintes de démence au Canada va considérablement augmenter en raison du vieillissement de la population. L'étude était conçue pour mettre à jour les estimations de prévalence pour la population canadienne dans le rapport Rising Tide en 2010. Étant donné que plus d'une décennie s'est écoulée depuis la publication, ce rapport a examiné l'analyse en utilisant les estimations de la littérature. Et en outre, on peut s'appuyer sur cette étude pour examiner de plus près la relation entre l'origine ethnique et la démence pour les personnes atteintes de démence. On a travaillé avec Conseil, le Centre canadien d'analyse économique. Ils ont développé un modèle de micro-simulation pour prévoir le fardeau des démences au Canada, par exemple âge, sexe, ethnicité, comprendre la population, et puis avoir les facteurs de risque. Et regarder cette simulation pour prévoir ce qui va arriver dans les 30 ans qui viennent. On peut regarder l'ethnie, les différences à travers les provinces et les dynamiques de population, par exemple l'immigration vers le Canada. On a également examiné comment retarder l'apparition de la démence 1 an, 5 ans, 10 ans à un impact sur la prévalence et le nombre de cas incidents. Alors, on va développer 3 rapports. Aujourd'hui, je vais discuter le premier rapport, la voie à suivre pour les démences au Canada. On aura un rapport sur les personnes vivant avec la démence dans les 30 prochaines années. Et après, on va regarder l'économie des soins aux personnes atteintes de démence. Alors, la première étude, je vais vous donner quelques statistiques, mais vous avez également accès au rapport sur notre site web. Alors, le nombre de personnes vivant avec la démence, en 2020, c'est un peu moins de 600 000 personnes. Dans 30 ans, on aura 1
1,7 million de personnes ou 3,6% de la population avec la démence, une augmentation de 187%. Avec le vieillissement de la population, on va voir une augmentation énorme des personnes vivant avec la démence. Il y a plus de 650 000 personnes vivant avec la démence au Canada et 133 000 nouveaux cas diagnostiqués cette année. Alors, les facteurs qui influencent cela sont la population vieillissante, les schémas d'immigration et les changements dans le risque au niveau de la population. Ce n'est pas un balle de cristal. Nous ne savons pas comment vont changer l'impact de la COVID, les facteurs de risque ou de nouveaux traitements, médicaments, ce genre de choses. On ne peut pas prévoir cela. Mais avec les tendances actuelles, voilà les chiffres que nous avons. Et vous voyez les barres, là, le bleu foncé, c'est la prévalence, le nombre de personnes vivant avec la démence au Canada. Et si on augmente les personnes qui vont développer la démence, alors ça veut dire 6,3 millions de nouveaux diagnostics de démence. Et si vous regardez 2040, on va avoir plus de 250 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Alors, ça veut dire 21 000 par mois, 700 chaque jour ou 28 par heure. Il y a des différences dans les genres, dans les sexes, dans le diagnostic de démence. Entre 60 ou 70 personnes, 60%, excusez-moi, de cas sont chez les femmes. Et c'est plus ou moins constant dans les 30 années qui viennent. 60% des cas de démence vont être chez les femmes. Parce que c'est un modèle de simulation, on peut voir l'interaction entre les agents, entre les peuples, les partenaires de soins. Par exemple, en moyenne, les personnes vivant avec la démence ont un partenaire de soins qui passe en moyenne 26 heures. C'est surtout leurs enfants, leurs conjoints ou 10% sont des amis des voisins. En 2020, on estime qu'il y avait environ 349 000 partenaires de soins, 26 heures par semaine. C'est 235 000 travaillent à plein temps. Et en 2050, c'est plus d'1 million de partenaires de soins, 690 000 travaillent à emploi à plein temps. Et ces personnes sont des bénévoles, des membres de la famille, des amis, des voisins, des conjoints. Alors, ce modèle est utilisé pour estimer cela. On peut regarder également l'apparition des symptômes, si on retarde l'apparition de symptômes. Et on fait ça d'une manière mathématique, un retard de 1 an, 5 ans, 10 ans pour les projections. Alors, avec un retard de 1 an, on peut voir qu'il y a presque 500 000 personnes ou de moins souffrant de la démence et on voir également l'impact sur les soins. Et si vous regardez la graphique, ce retard va impacter le nombre d'heures fournies en termes de soins pour ces personnes. On n'a pas de manière précise pour faire cela, mais l'objectif est de comprendre l'effet de telles interventions. C'est pour illustrer les facteurs de risque et la modification des facteurs de risque pour la démence. Vous avez 12 facteurs de risque ici. C'est un rapport de 2020 du Lancet. Ça veut dire à travers votre vie, comment est-ce que vous pouvez examiner ces facteurs de risque pour éviter de réduire le risque.
au niveau de l'individu, au niveau de la population, à travers toute la population, nous pouvons baisser la prévalence de la démence chez nous. Et on voit ici des actions qui nous protègent contre la démence. C'est une série d'habitudes saines dont il a été démontré qu'elles réduisent le risque de déclin cognitif et de démence en influençant activement la santé du cerveau. Vous avez 12 actions. Ici, vous pouvez commencer à tout moment. Si vous êtes jeune, si vous êtes déjà vieux, c'est cibler la santé cérébrale. Pour résumer, les démences continueront de représenter un défi croissant pour la santé publique au Canada. Le nombre de personnes vivant avec la démence va presque tripler au cours des 30 prochaines années. On aura presque 1,7 million de personnes vivant avec la démence d'ici 2050, avec plus de 6,3 millions de nouveaux diagnostics. Les soins non rémunéré restera un défi pour les familles, les parents, les amis. Le pouvoir potentiel de réduction de risque est clairement démontré dans l'étude par les modèles de retardement de l'apparition des symptômes. Nous avons ici comment créer des résultats positifs pour les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Il y a une liste dans le rapport, financer et pleinement mettre en œuvre la stratégie nationale sur les démences et les stratégies provinciales, prévoir une augmentation de dépenses pour les soins à domicile, mettre en place un système d'intervention destiné à aider les partenaires de soins, intégrer les facteurs de risque modifiables dans les stratégies de promotion de la santé, créer des communautés, des installations à travers la sensibilisation, la formation et la conception. On va continuer la sensibilisation des médias. On va faire des briefings. On a 2 rapports à suivre. Les nouveaux visages de la démence au Canada, l'économie des démences au Canada. Je vous ai présenté quelques statistiques, mais on veut les transformer en histoire personnelle et traduire cela dans le composant économique et le coût des soins pour la démence au Canada. Merci de votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions. J'ai hâte de discuter avec vous et vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Merci infiniment, Josh. J'ai quelques questions pour vous, mais c'est ouvert à tout le panel. Vous avez présenté des chiffres sobres, un peu tristes. Nous savons qu'il y aura une augmentation dans le nombre de personnes vivant avec la démence, mais qu'est-ce que ça veut dire du perspective de soins et soutien? Beaucoup de personnes vivant avec la démence vivent dans la communauté avec le soin des familles, des amis. Alors, on a un nombre croissant de personnes vivant avec la démence. Il y aura un grand besoin de ces soins non rémunérés. Et il faut considérer non seulement prendre soin de l'individu, mais d'élargir le soutien parce qu'on a des partenaires de soins qui ont leurs propres problèmes de santé à cause du stress. Les autres panélistes, vous avez quelque chose à contribuer? Et sinon, autre question pour vous, Josh. Comment décrivez-vous la qualité de soins pour les personnes qui vivent avec la démence? On a dans le rapport les statistiques. Autre chose que vous pouvez nous dire à propos de la qualité du soin? Nous n'avons pas examiné la qualité du soin, mais il y a beaucoup de genres de soutien, par exemple l'aide avec la vie quotidienne ou la gestion des soins à domicile. Et le niveau va varier à travers les individus et à travers la progression de la démence.
le genre la variété des soins et le niveau va varier. Et votre lieu de domicile au Canada va influencer cela. Oui, vous avez discuté un peu les lignes directrices pour les soins de démence. Comme j'ai dit dans ma présentation, on a identifié toute une gamme de facteurs de risque pour la démence, mais c'est seulement si les personnes ont les ressources pour faire ces changements. Si vous regardez la partie 3 dans notre rapport, nous avons 12 actions qu'on peut prendre, ou vous les avez vues sur la diapo, et prendre ces actions, c'est une réduction du risque de démence. Merci, Josh. Et ma dernière question, les deux autres rapports qui font partie de cette série de rapports clés, rapport Landmark. Oui, le premier, c'est beaucoup de donner la prévalence, l'incidence à travers les 30 prochaines années. Prévalence, c'est les personnes vivant avec la démence. L'incidence, c'est les personnes nouvellement diagnostiquées. Et partie numéro 2, on va cibler les personnes qui vont être diagnostiquées avec la démence, les différences de sexe, les différences d'ethnie et l'âge, la démence précoce, par exemple, et d'autres questions à propos de la diversité pour les personnes vivant avec la démence au Canada, les statistiques, les histoires et puis les dollars, l'économie de soins, les prévisions pour l'hospitalisation, les soins à long terme à domicile et l'impact sur les partenaires de soins. Est-ce qu'ils doivent quitter leurs emplois 26 heures par semaine qu'ils fournissent aux personnes souffrant de la démence? Alors vraiment, facturer tout cela. Oui, merci infiniment, Josh. OK, nos autres panélistes, nous surveillons la boîte des questions et réponses. Vous pouvez ajouter vos questions. J'ai quelques questions pour les panélistes et puis je vais regarder vos questions. Nicole, à vous. Vous avez fait énormément de recherches sur le vieillissement et de baisser le risque de la démence, mais les facteurs de risque qu'on peut contrôler, qu'on peut changer, qu'est-ce qu'il faut cibler? Je dirais franchement tous ces facteurs. Je sais que c'est beaucoup, alors prenez une chose à la fois. Alors, traitez une chose et puis vous choisissez quelque chose d'autre. Alors, voici ce qu'on voit. C'est vraiment tout un jeu, une combinaison ou l'intersection entre ces facteurs de risque. Si vous avez 2, 3, c'est même pire. Alors, il faut cibler non pas un seul facteur ou commencer. On peut commencer par la perte de l'ouïe. Et alors, on a énormément de risques à travers le système d'éducation et l'activité physique. Je crois qu'on voit beaucoup d'évidence pour promouvoir l'activité physique. Alors, personnellement, je crois qu'il faut prendre une approche multidisciplinaire et regarder beaucoup de facteurs de risque. Viviane, la prochaine question pour vous. On voit ces recommandations dans l'étude clé, l'étude Landmark, et une des recommandations, c'est plus de financement pour les recherches. Est-ce que vous pouvez nous décrire pourquoi la recherche sur la démence est critique, selon vous? Alors, je crois qu'il y a une chose importante à comprendre, c'est le plus grand progrès dans la médecine, les sciences, c'est financé par une longue chaîne de recherche clinique, de recherche laboratoire. On se fie sur les découvertes d'il y a 30 ans, sur les découvertes moderne et c'est le cas avec la démence. Alors, il faut investir dans la recherche de la démence à tous les niveaux. Les essais cliniques, la santé de la population, la réduction de risques et cela est tout lié
au diagnostic, voici ce qu'il faut faire. Consolider les lacunes de connaissances que nous avons sur les maladies cérébrales, la fonction cérébrale. Il faut consolider tout cela pour voir si ce sont des risques, facteurs de risque ou non, et développer les meilleures solutions pour des soins des personnes souffrant de la démence qui va améliorer la réduction de risque. Et cela va également, il faut diagnostiquer et prognostiquer, de dire quelque chose d'utile aux personnes nouvellement diagnostiquées. Et puis, il faut utiliser les données et l'intelligence artificielle parce que ces outils nous aident à vraiment identifier de nouvelles hypothèses, de nouvelles idées pour nous donner de nouveaux traitements, thérapies. Et ce qu'il faut faire, c'est d'être courageux, d'avoir une grande vision et de penser d'une manière créative. Et je crois que c'est ça qui va promouvoir des nouvelles traitements thérapies pour la démence. Vous nous avez donné toute une gamme de lacunes et le besoin de l'innovation. Et le financement des donateurs, comment est-ce qu'ils sont le moteur de l'innovation? Je crois que c'est un rôle important, c'est d'enlever les barrières dans la recherche, de travailler d'une manière multidisciplinaire, de créer des partenariats entre les organisations et d'avoir un collectif de chercheurs qui font ce travail critique. Et c'est vraiment seulement un des rôles critiques pour les donateurs. Il faut concevoir et financer des recherches, des études multidisciplinaires. C'est ça le moteur de l'innovation. Et en tant que des organisations donateurs, il faut réunir les organisations critiques, partager les connaissances, partager ce que nous avons appris pour collaborer. Ce sont des éléments critiques de la coopération dans les études sur la démence. La prochaine question, c'est pour vous, Catherine. Alors, vous avez une grande expérience vécue de la démence dans votre vie quotidienne et vous avez revisé le premier rapport de l'étude clé, de l'étude Landmark, et un peu sur vos expériences et pourquoi est-ce que vous avez décidé de reviser l'étude Landmark? Oui, absolument. Alors, avant 2008, je travaillé dans la justice restauratrice et ma maman était diagnostiquée avec la démence. J'étais à Ottawa, ma maman, mon frère était à Halifax. Ma maman avait un AVC chez mon frère. Elle avait 70 ans, elle vivait indépendamment et la vie a été bouleversée. J'avais une tante qui souffrait de l'Alzheimer et l'idée de ce que c'était gelé en 1992 et même la langue pour décrire la démence. Et en 2008, ma maman a été diagnostiquée et on a beaucoup appris dans une courte période de temps. On avait un plan de soins. Elle faisait assez bien. Elle a beaucoup voyagé après qu'elle ait été diagnostiquée parce qu'elle a fait le trajet entre Halifax et Ottawa et on a pris soin d'elle pendant 10 ans pendant sa démence et elle est décédée chez elle au mois d'octobre 2018. Alors, pendant ces 10 ans, comme les partenaires de soins, on a vu les systèmes de santé à Ontario
et nous avons décidé de déménager là où j'ai grandi parce que je voulais qu'elle soit près de sa famille. Alors, on a déménagé pendant la maladie de ma mère. Et je suis devenue militante, non parce que je voulais le faire, mais parce que c'était obligatoire de parler de notre expérience. Et je voulais suivre le fil, commencer par Nicole, les problèmes auditifs. Et c'est important, critique. Et si vous participez à cette séance et si vous êtes à haut risque de la démence, si vous souffrez de la démence et que vous avez des choix, ces facteurs de risque modifiables, ce sont des choses que vous pouvez changer, mais il y a également des inéquités. Mon mari a des appareils auditifs, il a 48 ans et c'est $4 500 parce que les personnes doivent savoir qu'il y a des choses qui peuvent réduire le risque, mais il faut de l'argent. C'est pas tout, mais il y a des inéquités dans la structure de notre société. Oui, c'est une idée tellement importante. On a cela dans les questions et également, par exemple, dans les États-Unis, on peut acheter des appareils auditifs dans les pharmacies et au Canada, on ne peut pas le faire. Voici les déterminants de la santé. Les autres panélistes, vous pouvez nous donner votre opinion, Nicole, Josh, Viviane, des idées sur cette question de facteurs de risque modifiables, mais des inéquités dans la structure de notre société. Oui, je suis complètement d'accord. On avait une stratégie de médicaments au Canada, mais je crois qu'on a également une stratégie pour la vision et l'ouïe, parce que les appareils auditifs de bonne qualité sont incroyablement chers. Il y a qui sont moins chers, mais de haute qualité, c'est très cher pour la meilleure correction de l'ouïe. Et il y a des bénéfices pour la productivité, l'inclusion sociale, l'engagement social. Alors, dans le monde idéal, oui. Oui, on appelle cela des facteurs de risque modifiables, mais c'est modifiable uniquement si vous avez les ressources. Si vous avez besoin de perdre du poids, si vous avez des problèmes cardiaques, il faut avoir des ressources. Et c'est pas tout le monde qui peut payer un coach ou des médicaments ou c'est très important. Il faut cibler cela. Oui, j'ajoute qu'il y a des facteurs sont moins chers, plus accessibles pour la population, mais il y en a d'autres, comme nous avons entendu, par exemple des appareils auditifs. Il faut un plan national du financement du gouvernement. Et je suis d'origine française. Je suis née en France et en France, tout le monde a accès à cela. Si vous avez 14 ans, si vous avez 80 ans, cela coûte presque rien. Alors, il y a d'autres pays qui font cela. Alors, ici, ce que j'entends de vous, c'est pas facile, mais ce sont des étapes qu'on peut prendre rapidement qui font une grande différence à travers le temps. Et pour vous, Nicole, ou pour les autres panélistes, on a discuté les risques, les personnes qui sont à haut risque, qui ont beaucoup de facteurs de risque. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu dans vos recherches les facteurs de risque pour les personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs qui ne sont pas très sévères? Et la démence, c'est pas tout d'un coup, il peut y avoir des étapes au début. Alors,
si vous participez, oui, il y a cette phase au début, cette transition entre les troubles cognitifs qui ne sont pas très sévères et qui sont très sévères. Et la transition, cela s'appelle l'incapacité cognitive, mais qui n'est pas très sévère. Et ces personnes peuvent vivre indépendamment, par exemple. Et du point de vue technique, c'est des personnes qui, la plupart du temps, ont une maladie qui cause la démence, mais ils n'ont pas été diagnostiqués avec la maladie Alzheimer ou la démence vasculaire. Et c'est pour mettre à jour notre livre sur ce sujet, mais ce sont les mêmes facteurs de risque pour la maladie grave et la maladie moins sévère. Il n'y a rien de spécial pour la maladie moins sévère et les risques de progression, ce sont les mêmes facteurs. L'alimentation, l'activité physique, l'activité sociale. Et je crois que l'étude dans le journal de Lancet, c'est en combinaison ces facteurs de risque, on peut éviter 40% des cas de démence. Vous pouvez parler de cela? Oui, oui. Alors, un point critique, et c'est nuancé dans le premier chapitre que Josh a écrit. On ne va pas prévenir la démence, on va retarder la démence. On va garder notre cerveau en bonne santé pendant plusieurs années. Par exemple, si vous avez la pathologie d'Alzheimer ou vous avez des AVC moins sévères parce que vous êtes à haut risque génétique, alors là, vous allez améliorer votre état de santé en général, votre fonction cognitive et on va retarder la démence de 1 an, 5 ans, 10 ans et garder les personnes en bonne santé cérébrale. Et quelles sont les conséquences de cela, les conséquences économiques? Merci, Nicole. Catherine, question pour vous. À la fin de l'étude Landmark, il y a des recommandations, des actions pour toute une gamme de personnes, le système de santé, les gouvernements, mais d'après vous, quels sont les soutiens, les ressources les plus critiques pour les partenaires de soins? Parce qu'on n'entend pas beaucoup des partenaires de soins et leurs besoins. Et les partenaires de soins n'ont pas vraiment assez d'influence. Alors, selon vous, votre perspective? Oui, je crois cela dépend, je crois, de l'étape, de la sévérité de la démence. Alors, vos besoins vont changer et votre situation de famille, par exemple, au début, quand ma maman a été diagnostiquée, c'était important pour elle d'avoir des invités, de faire des activités et les personnes que je connais et leur époux leur conjoint a été diagnostiqué, ils veulent aller jouer aux cartes et de faire cela avec des personnes qu'ils connaissent. Et alors, s'ils font une erreur, c'est pas grave. Alors, pour nous, en tant que famille, c'était la connexion et la communauté. C'était important pour nous et une bonne programmation. Et on a cherché des ressources, un travailleur social qui est venu, c'était merveilleux, mais quand on a déménagé en Terre-Neuve, il n'y avait pas d'infrastructure. On voulait voir des services à domicile et je crois que pour ma maman, dans les 10 ans
qu'elle était atteinte de démence, il était important d'elle d'avoir une vie qui comptait, d'être considérée comme une personne humaine chaque jour pendant ces 10 ans. Alors la communauté, la connexion soutient cela avec une infrastructure de programme. Et le café, c'est important. Si vous m'entendez, alors venez, oui, envoyez un SMS, apportez le dîner. Est-ce que vous avez besoin d'une chose quelconque? Et si vous avez besoin juste d'une conversation, café, mais il faut savoir ce que vous pouvez faire. Oui, mais ces petites interactions font une grande différence. Josh, en tant qu'auteur de ce rapport, des recommandations que vous voulez cibler? Un point clé, c'est pas une solution simple. C'est toute une gamme de choses. Alors, il n'y a pas de réponse facile. C'est tous les niveaux de gouvernement, les individus, d'essayer de traiter de ces défis. Et pour les facteurs de risque, c'est lié au vieillissement et au vieillissement sain. Alors, on traite également la santé cardiaque, la santé globale. Alors, si on traite de cela en gros, il ne faut pas seulement cibler la santé cérébrale. C'est la chose que je veux souligner. Merci, Josh. Et Viviane, question pour vous. Vous êtes chercheuse également. Comment décrivez-vous l'objectif final des recherches? Pourquoi est-ce que c'est critique pour les personnes qui vivent avec la maladie? C'est une bonne question. Alors, personnellement, l'objectif de la recherche de santé, c'est le suivant: d'améliorer notre qualité de vie pour nous tous. Et pour ça, il faut faire des recherches pour répondre aux questions fondamentales. Par exemple, comment fonctionne le cerveau dans son environnement? Mais il faut également résoudre les problèmes clés. Comment est-ce qu'on peut arrêter la progression de la maladie? Est-ce qu'on peut retarder cela ou quel est le problème le plus important à résoudre pour augmenter la qualité de vie pour ceux qui sont impactés? Alors, c'est ça qui a de la valeur pour les personnes qui vivent avec la maladie. Je crois qu'il est également important de savoir valider les questions de recherche et cela, il faut engager les personnes atteintes de la maladie de la phase de conception jusqu'à la phase d'impact, de décrire l'étude. Alors, avant de répondre à l'étude, il faut savoir, est-ce que nous posons les bonnes questions? OK, une bonne transition vers nos questions et réponses. OK, alors on a vu la question, l'impact de la COVID sur la santé cérébrale. Et le rapport ne traite pas de cela précisément. Mais est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Quelque chose à partager? Viviane, Brain Canada finance ces études? Oui, mais Nicole, allez-y, bien sûr, il y avait un impact énorme sur la santé cérébrale à tous les niveaux, soit indirectement parce qu'on était isolé du point de vue social et dans les personnes âgées, la population âgée, fallait se retirer de la vie sociale pour ne pas être atteint par la COVID. Alors, ils ont augmenté leurs facteurs de risque, par exemple la perte des réseaux sociaux et même faire vivre le cerveau. Alors, il y a énormément d'études qui démontrent les effets négatifs sur nos fonctions cognitives
Et si nous étions jeunes, âgés, déjà atteints de la démence, mais et également des effets à long terme. Et si cela a un effet direct sur le cerveau, il y a des études. Maintenant, on ne comprend pas vraiment le mécanisme. C'est probablement l'inflammation du cerveau et les personnes qui avaient ce brouillard mental, il y a des impacts critiques. Mais l'effet à long terme, soit le COVID à long terme, est-ce que cela va augmenter? Est-ce que c'est un facteur à risque pour la démence? C'est une question critique, mais il va falloir du temps. Nicole, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je crois que c'est un très bon résumé. On a des effets sur nos facteurs de risque et l'activité physique était beaucoup réduite du plan de vue alimentaire s'ils ne préparent pas les repas avec d'autres personnes et les effets directs sur le cerveau. Et on ne sait pas ce que vont être les séquelles. Autre question, c'est lié à cela et les problèmes auditifs. Alors, pourquoi est-ce que les problèmes auditifs sont un facteur de risque pour la démence? Si vous y pensez, nos cerveaux fonctionnent quand nous avons de bons signaux entrants. La qualité de l'information que nous recevons, cela donne des limites à nos cerveaux. Alors, si nous avons des informations qui ne sont pas très claires, on ne peut pas travailler avec. Et il faut travailler très dur pour savoir qu'est-ce que cette personne dit, comment est-ce que mon cerveau va traiter ces informations. Alors, c'est un surcharge mentale. Et là, il faut faire deux choses à la fois. Distinguer qu'est-ce que cette personne dit et là, vous suivez la conversation. Vous regardez, par exemple, un film, un programme à la télévision. Alors, vous faites plusieurs choses à la fois. Et les personnes qui ont des problèmes auditifs, ils réduisent leurs activités sociales. Ils ne vont pas aller dîner dans un restaurant s'il y a beaucoup de bruit. Et ils évitent ces situations où ils ont des problèmes auditifs. Merci, Nicole. Question pour tout le panel. Le rapport discute cela que les femmes sont plus impactées vivant avec la démence ou en tant que partenaire de soins. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Pourquoi? Je vais commencer, je n'ai pas tous les détails, c'est un sujet compliqué, mais les femmes vivent plus longtemps et le vieillissement est un gros facteur de risque pour la démence, mais il y a également d'autres facteurs. Et on a discuté cela dans ce rapport, mais le diagnostic, les facteurs cliniques à travers le cycle de vie, les responsabilités, l'impact sur la santé cérébrale entre les secs. Alors, toutes ces choses peuvent combiner, mais vraiment, c'est que les hommes meurent plus jeunes. Et je suis sûre, Nicole et Viviane, vous avez des idées là-dessus. Oui, une autre hypothèse, c'est des hormones. Par exemple, la ménopause, c'est un facteur important et c'est lié à un impact pour la démence chez les femmes. Et il y a des choses liées aux facteurs de risque pour les femmes. Par exemple, l'environnement physique, la physiologie. Et je crois qu'il y a un autre point important, c'est considérer les différences. La recherche est un aspect critique et les analyses, quand nous regardons ces facteurs, il faut considérer les différences entre les individus.
mais il faut également considérer les variations et les différences entre les individus. Et oui, il faut considérer les différences entre les sexes et les différents facteurs de risque. Et je suis très heureuse que les agences de santé publique insistent que nous considérons le sexe de genre dans nos recherches. Et nous savons que les hommes, les femmes ont la prévalence différente. Par exemple, les hommes ont plus de traumatisme crânien, les femmes souffrent plus de la dépression, mais il faut comme un rapport d'ancêtre pour les hommes et pour les femmes. Et du point de vue biologique, on est en train de développer de nouveaux médicaments pour la démence, mais on ne sait pas si ces médicaments fonctionnent d'une manière différente chez les femmes et chez les hommes. Je crois qu'il y aura une explosion dans ce domaine. Et ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais en tant que femme, voici ce que je pense du point, oui, le sexisme structurel dans les recherches dans le domaine de la santé. On va peut-être, si on cible l'impact de la ménopause, par exemple, j'ai quitté mon emploi pendant 8 ans pour soigner ma mère. Il y a un impact du point de vue financier. J'ai choisi cela, j'ai fait cette décision avec mon mari et avec mon frère, et pas pour surgénéraliser, c'est d'habitude la femme qui va prendre ce rôle de partenaire de soins. Elles veulent le faire, il y a une attente qu'elles le fassent, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup d'intersections. Merci à vous tous. On va probablement voir un peu plus de détails dans le deuxième rapport, la diversité ethnique. On n'a pas considéré cela dans notre discussion aujourd'hui. C'est la conclusion de notre webinaire aujourd'hui. Merci de cette conversation. Je crois qu'on pourrait continuer pendant au moins 1 heure et nous apprécions votre participation. Je sais qu'il y a des questions qui restent, mais on va vous envoyer des réponses par email après des discussions avec nos panélistes. Alors, je passe le micro à Kevin pour la conclusion. Merci Saskia, merci aux panélistes, merci à Nicole, Viviane, Josh et Catherine pour la discussion, et Catherine en particulier. Et Catherine, je comprends énormément votre expérience parce que mon père est atteint de la démence et il habite dans un lieu rural. Et l'importance de ces discussions, c'est les personnes derrière les chiffres. Il faut garder cela en tête, et ces discussions aident aux personnes qui vivent avec la démence et leurs partenaires de soins. On va afficher l'enregistrement sur notre site web et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est dans le clavardage pour plus d'informations au sujet des enregistrements, des webinaires dans le futur. Et le 28 septembre, on a notre prochain webinaire. C'est sur les espaces qui accueillent les personnes vivant avec la démence. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous envoyer ces research@alzheimer.ca. Merci pour la discussion sur ce sujet et je suis heureux d'avoir eu cette discussion aujourd'hui. Merci.